Alors, bonjour encore, bonjour et bienvenue pour cette session. Aujourd'hui, nous allons parler d'électromagnétisme. Donc, aujourd'hui, nous sommes deux intervenantes. Donc, il y a moi-même, donc je suis Éric Chassenet, je travaille chez Dassault Systèmes et je suis spécialiste sur la partie simulation structurelle, mécanique des fluides, injection plastique. Et pour cette session qui ne parle pas de mécanique structurelle, ni de fluidique, ni d'injection plastique, mais d'électromagnétisme, j'ai le grand plaisir d'avoir Hassan qui est avec nous. Donc, je m'appelle Hassan et je suis responsable de la simulation électromagnétique, surtout pour les utilisateurs SolidWorks chez Dassault Systèmes. Et aujourd'hui, on va voir les capacités de notre logiciel, quelles sont les problématiques que l'on peut simuler, simplement. En effet, donc du coup, on va voir l'agenda d'aujourd'hui. Alors, la présentation va se passer en deux étapes principalement. Donc, dans un premier temps, nous allons vraiment parler d'électromagnétisme et voir différents types d'applications qu'on peut avoir dans le monde de la simulation électromagnétique. Vous allez voir que les applications sont c'est très vaste. D'ailleurs, on va pas obligatoirement avoir le temps de couvrir toutes les applications. Vous allez voir qu'il va y avoir une slide qui va s'afficher avec plein d'applications différentes. Si vous voulez, vous, vraiment qu'on aborde une de ces thématiques en particulier, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat, hein. C'est interactif cette présentation. Donc, s'il y a vraiment un point, par exemple, accélérateur de particules qui vous intéresse, mentionnez-le dans le chat. Comme ça, nous, Hassan pourra y passer un petit peu plus de temps sur cette partie-là. On va essayer d'en couvrir à peu près une dizaine de thématiques parce que voilà, on a un temps quand même, on n'a qu'une heure de présentation. Mais voilà, s'il y a vraiment certains points qui vous intéressent, n'hésitez pas à le mentionner. Et dans un Voilà, second temps, on passera à une petite démonstration en live sur une thématique qu'on a choisie spécifiquement. c'est ça. Voilà, Hassan, je te laisse prendre la parole. Merci beaucoup Eric. Après avoir rencontré tout le monde, je préfère quand même enlever la vidéo pour avoir quand même de la bande passante parce qu'il y a des vidéos qui vont se présenter. Hop, c'est parti. Donc voilà, comme il l'a dit Eric, donc voici une liste un petit peu quand même qui est non exhaustive des applications que l'on peut couvrir avec CST. Donc je vais passer sur quelques-uns en détail, mais comme il l'a dit Eric, et de toute façon Eric il va être en dynamique avec nous, donc il va me dire si quelqu'un s'est intéressé à une thématique, je vais quand même y aller dedans, d'accord? Ok, donc voici en quelque sorte les quatre buckets en fait que l'on peut couvrir avec le logiciel. Donc la première ligne ici correspond à toutes les applications, ou bien à quelques applications en basse fréquence. Donc ensuite la deuxième ligne, on va parler des applications haute fréquence. Ensuite on va parler de tout ce qui est électronique, intégrité de signal, intégrité de puissance, CEM, compatibilité électromagnétique, interférence. Même, on va voir un petit peu la gestion thermique des cartes PCB. Et finalement, on a la dynamique des particules chargées, où voilà, on a des applications de type plasma, réacteurs, des tubes à vide, ce qu'on appelle les vacuum tubes, comme des accélérateurs, des tubes à rayon X, bien sûr des accélérateurs. Et finalement, il y a quand même les particules chargées sont euh, une sorte de problématique dans les dispositifs utilisant une forte puissance. D'accord? Mais ça, je passerai un petit peu de temps aussi. Donc, du coup, je vais commencer avec les capteurs. Allez, hop. Donc normalement, l'idée dans chaque partie que je présente, c'est de vous montrer quelles sont les questions que l'on pose dans ce genre de simulation et bien sûr un exemple ou bien une petite vidéo qui montre ce que l'on peut faire. Par exemple ici, notamment sur les capteurs, on peut par exemple poser la question est-ce que le capteur que l'on va simuler est inductif ou capacitif? Est-ce que c'est un capacité est-ce que c'est un détecteur de proximité? De position et plus, et surtout, quels sont les KPI, quelles sont les valeurs que l'on cherche dans la simulation, s'il y a des contraintes de design, etc. Donc pour ça, voici un petit exemple d'une simulation d'un détecteur capacitif. Parce que là, il s'agit de simuler le comportement de l'écran d'une montre intelligente quand l'utilisateur met son doigt.
Alors en réalité, vous voyez ici qu'il y a un petit champ électrique qui se développe. C'est un champ en quelque sorte, c'est pas vraiment électrostatique, mais c'est de l'électro quasi-statique. Parce qu'en fait, en vrai, derrière l'écran de la montre, il y a une grille métallique qui est chargée par un potentiel, avec bien sûr modulé par un signal, comme on peut le voir ici. Et ça, c'est le moment de vous dire qu'en effet, la simulation 3D dans CST, elle peut être couplée avec une simulation circuit. Donc, vous voyez ici, il y a l'écran de la montre qui est simulé en 3D, et ensuite, on peut injecter des signaux, des éléments de circuit, etc. Par exemple, ici, comme je dis, la grille, elle est modulée par un signal carré, par exemple, là. Et ben du coup, l'idée c'est quoi? C'est quand l'utilisateur met son doigt sur l'écran, et ben en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la capacité équivalente. Et puis voilà. Et c'est comme ça, le post-processeur de la montre, il saura l'utilisateur où est-ce qu'elle a mis son doigt. Ben ça, c'est pareil, c'est un autre type de senseur, mais ça, c'est un détecteur de position, par exemple. Vous voyez, il tourne, et là, en fait, on a un détecteur qu'on appelle une sorte de senseur de Hall qui détecte la présence d'un champ magnétique. Et pareil, là, ici, on a un autre type de détecteur ou bien de senseur qui s'appelle le Reluctance Speed Position Sensor. Donc ça, c'est un détecteur de position. L'autre, si vous voulez, avec la roue qui tournait, c'était un détecteur de vitesse aussi. Donc, vous voyez, tout ce genre de choses, on peut les simuler dans l'aspect basse fréquence. Je vais juste passer là. Hop. Ok, alors maintenant je vais passer aux machines industrielles, mais bon, en passant, bien sûr, on peut simuler des aimants et des électroaimants, hein, que ce soit des aimants permanents ou que ce soit des aimants, enfin voilà, des matériaux ferromagnétiques qui sont aimantés par la présence d'un courant, mais on peut aussi simuler l'aimantation. Enfin, si on peut simuler la génération d'un aimant permanent. On peut faire ce genre de simulation aussi. Donc pour les machines industrielles, je parlais par exemple d'un transformateur tout à l'heure, mais ici on a un problème qui est de haute tension et de fort courant, hein, parce que normalement les machines industrielles, par exemple des transformateurs, des grandes machines, on dissipe parfois beaucoup de puissance dedans. Et en plus, on pourra utiliser des matériaux qui sont non linéaires, par exemple les matériaux ferromagnétiques comme l'acier ou le fer, surtout pour des transformateurs par exemple. Et bien là, en fait, ça nous pousse à, par exemple, calculer un type de perte qui s'appelle les pertes fer. Donc, tout ce genre de choses, on peut le faire dans le logiciel, mais on peut aussi coupler ça parce que dans la basse fréquence, normalement, quand il y a beaucoup de courant, par exemple, on peut produire aussi une force qui s'appelle la force de Lorentz, hein. Parce que la force de Lorentz, l'équation de la force de Lorentz, c'est la cinquième équation après les fameuses quatre équations de Maxwell, hein. Donc, un courant, par exemple, prenez un cas simple. Si vous avez un fil traversé par un courant et ce fil, il est dans un champ magnétique, bah, il y a des forces qui vont être appliquées. Et bah, ce genre de forces, on peut les calculer aussi. Et ça, je vais vous dire juste un petit mot dans la simulation moteur, parce que c'est la force qui fait tourner le rotor d'un moteur. Et bah, du coup, un exemple ici, c'est le transformateur à trois phases. Bah, là, vous voyez, on a ici le design. Donc, on a le noyau, on a les trois phases en entrée, donc qui sont représentées aussi par les bobines orange, et on a les bobines en sortie, donc ou bien les bobines secondaires sur les trois phases. Donc ça, c'est un transformateur step-up. Donc l'idée, c'est d'augmenter la tension. Donc on part ici avec une tension triphasée de 54 à peu près volts, et derrière, on a une tension autour de 210 volts. Et l'idée quand même, c'est qu'on va pouvoir calculer le courant parce que ça, c'est une simulation qui est drivée en tension. Et normalement, il y a un phénomène que l'on puisse observer sur le courant. En fait, on appelle ça le inrush current. Donc là, on voit bien qu'il y a une dissipation quand même un petit peu haute de courant et ensuite, on se stabilise. Donc, vous voyez ça, ce genre de choses, on peut le simuler et ça donne une idée des performances en quelque sorte du transformateur. Oups, pardon, excusez-moi. Donc, du coup, l'idée, après avoir fait ce genre de choses, naturellement, on va s'intéresser à tout ce qui est perte fer, bien ce qu'on appelle perte de noyau. Et ça, c'est très important parce que en fonction du matériau non linéaire qui est saturé ou pas, ben, en fait, les pertes fer, elles peuvent changer. Et ben, en fait, l'idée derrière, c'est de coupler les pertes fer qui sont calculées dans le noyau, d'accord? Hop. Donc ça, bien sûr, c'est le circuit, comment il fait transférer le champ H ou bien le champ B. Et ben, l'idée, c'est
d'utiliser les pertes fer dont on a calculé avec les pertes ohmiques, parce que les bobines, quand même, c'est des fils de cuivre, hein, que ce soit fil de Leeds ou bien des fils classiques, il y a des pertes ohmiques, parce que c'est les pertes en résistance, hein. Et avec les pertes fer, on pourra les utiliser directement dans le même logiciel pour faire une simulation thermique. Et ça, juste pour votre information, on a un simulateur de CFD, parce qu'ici, on peut voir quand même comment ça chauffe, mais on peut voir ici les flux d'air. Donc là, on est en cas de convection normale, hein. On n'est pas en convection forcée, mais vous pouvez quand même faire la simulation de la convection forcée. Donc là, vous voyez bien qu'on a la vélocité de l'air qui est calculée. Et ça, c'est un exemple où on peut voir comment dire, on peut voir l'effet de la force. Parce que ici, c'est un actionneur, hein, donc c'est un type de moteur. Donc ça me permettra de plonger dans le monde des moteurs juste après. Ça, c'est un moteur, mais qui est translationnel, hein. C'est pas un moteur qui tourne. Et ben là, en fait, on a des bobines, on a des aimants. Et voilà, en fait, en injectant le courant ou pas sur la bobine, on donne de l'énergie à ce plongeur-là, donc qui va bouger. Donc après, il va faire fonctionner une main d'un robot. C'est très utilisé dans le monde de la robotique, hein, l'actionneur. Et une fois le courant il est coupé, donc là, il y a un aimant qui va attirer le plongeur vers l'arrière. Donc vous voyez, on a un truc qui fait un petit peu des oscillations en fonction de l'utilisation. D'accord? Ok, et bien sûr, on a les moteurs électriques. Donc ça, c'est un grand marché actuellement. Donc que ce soit pour les voitures électriques ou même pour autre chose, hein. On a des utilisateurs qui font des moteurs, par exemple pour les stores, hein, des fenêtres. Donc il y a pas, on n'est pas limité en termes d'application. Et bien sûr, dans les moteurs, donc déjà, il y a les matériaux à utiliser qui sont très importants. Donc déjà, il y a les courbes des aimants, il y a les matériaux non linéaires ou bien les matériaux ferromagnétiques, hein, comme l'acier ou autres. Même par exemple pour les moteurs de voiture, on peut considérer la lamination du noyau ferromagnétique. Donc tout ce genre de comportement ou de propriété aura carrément un impact sur les aspects ou bien les KPI du moteur. Donc bien sûr, on va étudier la performance en termes de torque, enfin le couple du moteur en fonction de la vitesse. Pareil, on va calculer les pertes fer parce qu'il y a des matériaux non linéaires. Et surtout, donc là, si je passe directement ici, donc ça, c'est un exemple d'un moteur de vélo, hein, parce que bon, on n'est pas limité juste en voiture au niveau moteur. Et du coup, l'idée, c'est de définir des aimants, de définir les bobines en trois phases, etc. Et finalement, on peut faire le maillage, comme vous pouvez le voir, on peut faire la simulation en 2D. Et même, on peut extraire un petit, avec une périodicité angulaire, on peut juste simuler une partie, hein, du moteur. Donc, vous voyez, la simulation de moteur, elle est hyper puissante. Et même, on a un outil d'automatisation dans CST. Donc là, on a lu la géométrie du moteur. Et là, on peut définir qu'est-ce qu'on veut extraire, est-ce qu'on va extraire le modèle DQ? Donc là, le modèle DQ, c'est très important pour pouvoir contrôler et le couple, mais aussi le feedback, pardon, qu'on va donner au contrôleur qui va contrôler un petit peu la vitesse du moteur, pour voir si on a besoin de plus de courant pour garder la vitesse, etc. Ou bien on peut faire un calcul carrément des points de fonctionnement du moteur, hein. Donc là, on est en train de définir le minimum de courant, etc. On peut définir la charge. On peut même définir l'angle entre le rotor et le stator, hein. Ça s'appelle le load angle. Et puis, on a ce genre de résultat à la fin, donc le couple en fonction de la vitesse. Et là, ce sont tous les points de fonctionnement du moteur, en bas régime, à haut régime, etc. Et bien sûr, finalement, on peut extraire la puissance du moteur, donc ça, la puissance mécanique. Et carrément, ici, on a un outil qui vous permettra, si vous avez fait plusieurs simulations, bah, d'en extraire la meilleure. Hein, vous dites ici, vous définissez toutes vos simulations. Vous faites ici une priorité sur les KPI qui vous intéressent le plus. Et finalement, le logiciel, il va vous donner un winner. En fait, voilà, ça, c'est le design qui correspond à nos priorités. OK? Donc, il faut aussi ne pas oublier que nous avons des matériaux, enfin, pour les matériaux non linéaires, on peut considérer le cycle d'hystérésis complet, hein, pas que la première aimantation pour ceux qui connaissent le domaine. Le cycle d'hystérésis complet, donc aimantation, désaimantation, etc. Tout est pris en compte. Et naturellement, on peut
dans ce genre de choses, étudier la désaimantation des aimants, hein, parce que eux, ils veulent perdre un petit peu de leur fonctionnement et on va pouvoir simuler ce genre de choses. Ok, donc là, on va changer quand même on va passer à la haute fréquence. Donc, je vais parler des antennes, mais bon, les antennes, normalement, vous savez, ils sont maintenant présents dans tout, parce que le monde, il est complètement connecté. Donc, il y a l'Internet des objets d'une chose, mais de l'autre côté, on a tout ce qui est maintenant, c'est un trend actuellement, hein, tout ce qui est 5G et maintenant l'émergence des 5G, les antennes intelligentes, les antennes réseau, etc. Donc nous, on va pas simuler que l'antenne, mais on va pouvoir simuler les antennes dans leur environnement, parce que ça, c'est hyper important, hein. Une antenne ne fonctionne jamais seule, elle est toujours quelque part. Donc ça, c'est un exemple d'un produit qui est d'un produit médical, hein. C'est un dispositif qui livre un médicament à travers une injection fluidique dans le corps. Donc naturellement, vous l'aurez compris, c'est euh, c'est, euh, c'est placé sur la main, hein. Donc là, c'est super important. Oups, pardon, à chaque fois, je fais ça. Oups, voilà. Donc c'est super important d'étudier l'antenne. Donc là, on voit le comportement de l'antenne dans le dispositif. On voit le diagramme de rayonnement, etc. Et bien sûr, on peut simuler le coefficient de réflexion. Donc là, on voit bien que il n'est pas bien optimisé à la bande Bluetooth, donc parce que c'est un truc qui sera programmé par Bluetooth, d'où la nécessité de la connexion. Et bien sûr, on peut utiliser l'optimiseur qui est directement intégré dans l'outil pour pouvoir changer et modifier la géométrie. Donc en fait, vous pouvez parfois optimiser directement dans CST ou bien vous pouvez changer le design dans votre outil CAO, que ce soit SolidWorks ou CATIA, etc. Et les changements sont directement appliqués dans CST. Vous n'êtes pas obligé de réimporter. Parce que la connexion entre les outils CAO que nous avons et CST sont toujours constantes. Elles sont toujours maintenues, hein. Mais en plus de tout ça, on a aussi la possibilité d'importer les modèles paramétriques. Donc, si vous avez utilisé votre outil CAO avec des paramètres, on peut directement importer les paramètres dans CST, ce qui nous permettra de faire une optimisation directement sur les paramètres. Et c'est ce qu'on avait fait en fait un petit peu ici. Donc là, l'antenne, elle est adaptée à 2,45 avec un très bon coefficient de réflexion. Et puis voilà. Donc bien sûr, ensuite, c'est de simuler dans l'environnement complet, hein. Donc là, si on voit cet exemple-là de téléphone, voilà. Donc vous voyez quand même que en fonction de la simulation, donc ça, c'est l'antenne dans le téléphone avec la main et ici en face du corps. Donc vous voyez quand même comment on peut créer des ondulations, hein. Et ça, c'est très important pour que vous puissiez étudier l'antenne comme il faut. Et bon. On ne parle pas que de l'influence du corps, hein. On peut pas parler d'autres plateformes, que ce soit ici par exemple sur un avion. Alors sur un avion, mince. Sur un avion, on a beaucoup d'antennes, hein. Vous l'aurez vu par vous-même quand vous partez à l'aéroport. Donc avoir beaucoup d'antennes, c'est très bien parce que ça augmente la connectivité de l'avion. On peut penser en VHF. On a des antennes ici, on a l'altimètre, on a des antennes GPS, on a maintenant des antennes Wi-Fi, hein, parce qu'on détecte la Wi-Fi dans l'avion maintenant. Et bah, du coup, ça, c'est très bien parce que ça augmente la connectivité de l'avion, mais ça a un côté un petit peu risqué qui est l'augmentation des interférences. Et ça aussi, on peut le prédire parce que justement, on a une fonctionnalité qui s'appelle interférence task qui permet de dire quelle radio ou bien quelle antenne en quelque sorte interfère avec quel récepteur. Bien sûr, parfois il y a des antennes qui émettent et qui reçoivent, donc ils sont tous les deux là. Et normalement, l'idée, c'est d'avoir une matrice complètement en vert. Parce que tout ce qui est en rouge ici, c'est-à-dire on a de l'interférence. Et ça, c'est pas bon. Donc, naturellement, donc ça, je vais parler juste un petit mot. On a un exemple ici d'amplificateur. Parce que comme je vous ai dit juste avant, on peut coupler la simulation 3D à une simulation circuit. Et là, juste, on a un exemple d'amplificateur. Donc, regardez. Ici, c'est le module de l'amplificateur. Donc, on peut voir l'entrée, la sortie, le transistor. Ici, le modèle 3D de transistor. Parce qu'à haute fréquence, la géométrie des composants peut gêner, hein. Et là, on a le diviseur de Wilkinson qui est à remplacer au début. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le diviseur de Wilkinson ici. C'est la boîte qui correspond à cette simulation 3D. Et ensuite, ici, on a créé un circuit donc, qui est un amplificateur à deux étages. Parce que regardez, je reproduis deux fois le module de l'amplificateur. Ici, avec un signal qui se divise avec le diviseur de Wilkinson. Et là, c'est le pareil, c'est le diviseur, mais qui est en mode combineur. Et bien là, on peut simuler le comportement total du circuit
Et aussi, on a voilà, le gain de l'amplificateur qui est autour de 13 dB. Bon, on peut faire ça bien sûr en fonction de la fréquence. Après, on peut simuler à une fréquence le comportement de l'amplificateur, surtout pour les aspects non linéaires. Donc, on peut voir les points des compressions à 3 dB, ce genre de choses, par post-traitement, il n'y a aucun problème. Donc, pour les équipements RF, bon, juste deux mots, on peut simuler tout ce qui est filtre, à guidance, planaire, des diplexeurs, des circulateurs, enfin voilà, il y a vraiment tout. Et quand on parle quand même des produits haute fréquence ou même basse fréquence, bah, il y a la conformité par rapport enfin, d'un point de vue médical. Parce que maintenant, tous les produits, ils doivent être certifiés d'un point de vue médical. Et pas que. On va parler juste dans 2 petites minutes de la compatibilité électromagnétique, mais on a la conformité par rapport à la santé humaine. Donc là, on voit, il faut que nos antennes, ou bien nos produits, et pas que les antennes, hein, respectent des normes telles que la FCC, la ICNIRP, qui sont des normes internationales et qui, en fait, elles définissent les limites d'exposition. Donc là, je vais vous parler d'un exemple, bah, justement, de notre produit médical, là, dont je vais parler. Mais avant ça, il faut juste savoir qu'on a tous ces modèles biologiques dans le logiciel qui sont automatiquement intégrés. Et on a même celui-là avec une séquence de respiration. Donc, vous voyez, parce que quand on respire, il y a beaucoup, il y a un peu, il y a plus d'air que quand on, enfin, quand on inspire, il y a plus d'air dans le corps que quand on expire, hein, c'est naturel. Et du coup, ça peut changer le comportement du champ qui est développé sur le corps. Et donc, si je prends l'exemple du fameux dispositif là, l'IASO, qui est le dispositif médical, bah, l'idée c'est de placer pareil ce truc sur le corps. Donc là, on peut importer de modèles, regarder toute la bibliothèque qu'on a, hein. Et d'ailleurs, les corps humains, on les a en voxels, qui sont des cubes virtuels, mais on a des vrais modèles CAO aussi, hein. Donc, voilà. Et bien ici, on a tous les tissus, et l'idée, c'est de simuler le SAR, par exemple. Donc, on voit le SAR sur le corps qui est, enfin, sur le bras qui est de 2,58. Alors, normalement, le target, il est de 1,6, mais ça, c'est sur la tête, hein. Donc, sur la main, normalement, on est à 4, plus ou moins. Donc, mais bon. On peut quand même changer si jamais on a une exposition au SAR qui est très haute et qui dépasse les limites définies par les standards, par les normes. On peut toujours trouver une solution. Par exemple, ici, on a mis juste un petit absorbant derrière l'antenne. Et ben, vous voyez quand même qu'on a réduit le nombre du SAR, la valeur du SAR. Et plus on réduit, mieux c'est, hein, par rapport à tout ce qui est point de vue médical. Alors, juste par rapport au SAR, le SAR, c'est on va dire, la quantité de rayonnement qui est absorbée par le corps humain. Et il y avait une petite histoire avec l'iPhone 12, je crois, qui Oui, avait tout à fait. été la vente de l'iPhone 12. C'était il y a 2 ans, je crois. On en avait parlé à San, Oui, qui tout à avait été fait. arrêté pendant 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que justement, il y avait l'iPhone 12 émettait trop de rayonnement au niveau du corps humain. En fait, le corps humain absorbait trop de rayonnement. Et donc, Mm. du coup, ils ont arrêté la vente de l'iPhone 12 pendant 2 ou 3 semaines, le temps que en fait, Apple puisse faire une mise à jour sur cet iPhone afin de réduire le SAR. Je crois que c'était au niveau de la tête. Si je dis, Bah oui, de toute façon, parce que le téléphone est utilisé surtout là-bas. mm, Et en fait, l'idée, c'est que c'est justement l'effet drôle de l'histoire, parce que cette mise à jour a été acceptée aux États-Unis, donc du coup la FCC, mais pas en Europe. Donc c'est pour ça que l'iPhone a été arrêté en Europe uniquement. ouais. Ok. Alors, donc, comme il a dit Eric, hein, si vous avez besoin de voir quelque chose dont j'ai pas parlé, n'hésitez surtout pas, hein. Donc là, je vais passer à la simulation des cartes électroniques et je vais directement parler de l'intégrité de signal et de puissance. Donc, naturellement, là, on est en train de faire enfin, les produits électroniques contiennent de plus en plus des signaux à très haute puissance et à très haute, pardon, vitesse. Donc, on parle parfois carrément à des vitesses de 112 gigasymboles par minute. Donc là, on parle carrément d'une fréquence autour de 60 gigas, mais ça augmente encore. Et normalement, les cartes PCB, ce sont quand même des environnements complexes. Et l'idée, c'est quand un signal, il va être transmis d'un point A, par exemple d'un CPU, vers une mémoire, bah, plus on augmente la fréquence, bah, plus ce signal, il risque d'être déformé. Et l'idée de l'intégrité de signal, c'est d'être sûr que mon signal n'est pas déformé pour que mon récepteur puisse différencier les 0 et les 1.
parce que là, on parle d'un signal digital. Mais aussi, on a l'intégrité de puissance, parce que bon, ces composants qui sont sur la carte, bah, en fait, ils ont besoin d'une puissance hein, pour fonctionner. Et ben, l'idée, c'est de simuler si tous ces composants reçoivent bien la puissance qu'il leur faut. Donc ça, on parle de l'intégrité de puissance. Hein. Donc ça, c'est juste un exemple d'une simulation. Donc vous voyez, c'est carrément complexe ici. On a carrément la puce avec les bonding wires. On a ici les traces PCB. On peut carrément voir. Vous voyez ce qui est envoyé du CPU vers les pins du connecteur ici. Et ça vous permet de voir si vous avez des couplages visuellement, hein, au moins. Juste un petit mot sur les imports de Oui. ICAD, afin Alors, de les imports du rassurer, DICAD, oui, de rassurer les personnes bien qui voient le sûr. webinar. On peut importer tous les principaux formats de ICAD. Donc, que ce soit du Zuken, de Altium, du ODB++, du Mentor Graphics, enfin, même des cartes génériques, enfin, même des formats génériques tels que du Gerber 2D, du DXF, voilà. Et même si vous avez, par exemple, de le Gerber multilayer, si vous avez le format avec les positions des VIA, on peut carrément importer du Gerber 3D, enfin, multilayer, c'est pas du 3D. Donc voilà, ça c'est un petit exemple sur la carte électronique d'une manette de jeu hein, euh, d'un certain constructeur. Et bah, l'idée c'est de faire la simulation de l'intégrité de signal. Donc ici, vous voyez, c'est juste il y a le processeur de la carte, enfin de la carte, qui envoie un signal USB au connecteur. Donc vous voyez, on peut importer ici des modèles IBIS qui représentent le comportement de ces chips, par exemple du processeur. Il y a l'impédance des pins, il y a les niveaux des tensions, etc. Et même on a pour ceux qui traitent avec de l'IBIS IMI, donc l'IBIS AMI, pardon, c'est un IBIS qui peut être programmé. Donc ce genre de choses, on peut aussi l'importer. Hein. Et ben ça, c'est une simulation d'intégrité de signal. Et puis voilà. Donc l'idée finale, c'est de faire sortir le diagramme de l'œil. On peut faire aussi un diagramme de l'œil statistique hein, avec des cartes graphiques en couleur, avec le fameux BER, le bit error rate. Hein. Mais ça, c'est juste une simple cartographie 2D, enfin 1D. Et l'idée ici, c'est de regarder de combien l'œil est ouvert. Parce que, bon, pour ceux qui connaissent, comme l'œil humain, hein, plus c'est ouvert, mieux c'est. Et ben c'est pareil ici pour le signal. Donc là, normalement, on peut définir des spécifications et regarder si notre œil, enfin, il est plus ouvert que les spécifications. Et là, on peut voir si on respecte ou pas enfin, le cahier de charge, quoi. Mais pareil, on peut faire de l'intégrité signal en fréquentiel. Et là, c'est quoi? Ben, en fait, c'est tout simplement extraire les paramètres S des traces. Et ces paramètres S, on peut ensuite les importer en format Touchstone ou Spice et les utiliser dans un circuit. Hein. Donc, voilà. Donc ça, c'est un petit exemple d'une simulation d'intégrité de signal qu'on avait fait entre un connecteur USB et une partie de la carte PCB. Donc là, vous voyez, vous pouvez carrément visualiser le champ pour voir si tout fonctionne comme il faut. Et pour la simulation intégrité de puissance, pareil. Là, j'avais besoin de voir si mon CPU, il a la puissance nécessaire ou bien la tension nécessaire, en sachant que lui, par exemple, on a dit qu'il travaille à 3,3 volts. Donc, vous voyez, ici, on a tout qui est à 3,3, sauf ici, on a une petite chute de tension. Mais bon, ce n'est rien, hein, c'est vraiment même inférieur à 1% par rapport C'est un VIA? à comment? C'est un VIA? Oui, ici, il y a un VIA, mais ici, tu sais, il y a quand même l'impédance équivalente de la Ah oui. trace qui fait cette chute de tension. Tu vois, c'est une puissance Ok. dissipée dans la carte, en quelque sorte. Hmm. Et voilà, donc ça peut être le VIA, ça peut être même les diélectriques qui dissipent la puissance, hein, on ne sait jamais. Donc ça, c'est la chute de tension en DC, mais on peut faire aussi l'intégrité de puissance en AC. Et là, en fait, on va s'intéresser plus à l'impédance en fonction de la fréquence des traces pour éviter qu'il y ait des résonances, etc. Donc pareil, on peut faire ce genre de choses. Et bah, on peut pareil voir visuellement là où si on a un problème, si on n'a pas un problème ou si tout fonctionne comme il faut. OK? Ok, donc CEM, IEM, donc compatibilité électromagnétique, interférence électromagnétique, ça c'est un sujet qui est hyper intéressant et je pense que ceux qui sont présents aujourd'hui, ils connaissent. Hein. Normalement, un produit, il faut qu'il soit certifié d'un point de vue CEM. Tout à l'heure, j'ai parlé de certification médicale en quelque sorte, mais là, on parle de certification CEM, c'est-à-dire
On va parler d'émissions rayonnées, on va parler d'émissions conduites, on va même parler d'émissions, enfin, de susceptibilité, conduite et rayonnée si notre produit est une victime. Parce que là, on va parler de produit s'il est un agresseur ou s'il est une victime, hein. Et pareil, on peut faire de la simulation de la décharge électrostatique, on peut faire de la simulation du BCI, le Bulk Current Injection avec la pince. Enfin, on a vraiment tout. Donc là, c'est un exemple que je vais faire pareil donc ça, c'est un petit module simple, hein, mais généralement, on le fait sur des cartes beaucoup, beaucoup plus complexes. Donc là, on a deux antennes. Ici, on a une petite trace PCB. En fait, en bas aussi, on a la paire différentielle qui continue avec des VIA ici. Et l'idée, c'est de simuler les émissions rayonnées de ce module. Donc, dans CST, on a un wizard. Donc, oups, à chaque fois, ça m'arrive. Désolé pour ça. Voilà. On a ce bouton qui s'appelle le MC Workflow et en fait, c'est une cabane d'Alibaba. Vous avez tout ce que vous voulez dedans. Vous pouvez carrément imiter le setup d'un laboratoire avec les tables, les hauteurs, les câbles, l'antenne réceptrice. Voilà. Mais on peut aussi définir ici les probes. Donc ce sont des sondes qui vont mesurer le champ rayonné à 3 mètres, à 10 mètres. On peut les mettre en configuration sphérique comme ça, ou même cylindrique, en fonction de la norme. OK? Et l'idée, bien sûr, c'est de mesurer le comportement en EMC tel que vous pouvez le voir ici. Et finalement, on peut comparer ces émissions rayonnées à des limites des normes. Parce qu'on a une bibliothèque de normes dans le logiciel. Donc là, on va comparer par exemple par rapport à la FCC, la classe B 3 mètres, et c'est en RE1, donc c'est en émissions rayonnées. Et puis voilà. Donc là, on voit bien que notre module, il viole carrément le standard, hein. Donc on a des émissions qui sont supérieures. Et naturellement, bah, on peut chercher des solutions telles que bon, la meilleure solution pour ce genre de choses et la plus facile, c'est mettre du shielding, hein. Donc là, vous voyez, on a carrément juste mis un shielding sur les lignes. Et ben d'ailleurs, c'est pour ça que parfois, quand vous ouvrez vos dispositifs électriques, vous pouvez voir parfois des shieldings en aluminium, que ça soit sur des traces ou même sur des composants, hein, peu importe. Et là, vous voyez bien qu'on a respecté un petit peu la norme en réduisant le truc. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire, hein. Donc, on peut faire la certification contre les courants de foudre, la décharge électrostatique, la susceptibilité conduite. Ça, même pour la guerre électronique, hein. On peut faire la simulation des champs intenses, même pour les impulsions électromagnétiques. Et surtout, on peut même considérer des câbles avec des sections très, très complexes, hein, pour voir qu'est-ce qui est développé sur les courants et les tensions développées sur les câbles. Et ces câbles peuvent aussi être connectés à des équipements électroniques, à des PCB. Donc, vous voyez le détail vers lequel on peut y aller. Alors ici, le shielding, j'ai une petite simulation à vous montrer. C'est un des clients, en fait, qui est Google, hein. Alors, Google, oups, pardon. Il voulait faire une petite simulation de protection de leur data center. Donc, l'idée, bon, de définir un wire mesh à l'intérieur du béton, de manière à ce que ça protège à des impulsions qui sont causées par des foudres, par exemple, hein, ou bien des tempêtes qui sont hautes dans l'atmosphère, parce que ce genre de tempête, ça produit un champ électromagnétique important, hein. Mais l'idée, bon, l'idée la plus simple, vous me dites, c'est de faire un cage de Faraday dedans, hein. Mais les gens qui sont à l'intérieur, ils ont besoin d'utiliser peut-être, je sais pas, s'il y a un monsieur qui fait la maintenance ou une madame qui fait de la maintenance, etc. Peut-être elle a besoin d'utiliser son téléphone mobile. Et bah du coup, les signaux du téléphone, ils doivent sortir, eux. D'accord? Donc c'est là où vient l'optimisation de ce wire mesh. Et ben là, c'est juste une comparaison quand la tempête électromagnétique, dans le cas non protégé et dans le cas protégé. Donc, vous voyez, ce genre de détails et de simulation, regardez l'échelle que l'on peut en fait considérer dans le logiciel. Et ça, en fait, c'est carrément le phénomène transitoire, hein, que l'on simule. C'est pas du fréquentiel. Pourtant, on peut le faire en fréquentiel, mais les gars, ils voulaient faire du transitoire. J'ai une question d'ailleurs qui vient là-dessus, mais je pense que tu as partiellement répondu. C'est peut-on simuler du coup l'efficacité d'une cage Faraday? Ah bah exactement, c'est le shielding effectiveness, bien sûr, bien sûr, bien sûr. S'il y a bien sûr dans la cage de Faraday, normalement il y a une porte avec un joint, etc. Eh bien, on a la possibilité de définir ces modèles pour voir quelles sont les fuites de la cage Faraday et du coup simuler son efficacité carrément, ouais.
Merci. Avec plaisir. Et bien sûr, on a finalement la gestion thermique des cartes, hein, parce que normalement, il y a des cartes, surtout les cartes qui dissipent de la puissance, par exemple une carte graphique, hein. Normalement, un jeu, quand il a beaucoup de détails, etc., ça chauffe rapidement et d'un coup, on entend le ventilateur fonctionner. Et ben, ce genre de choses, on peut le simuler aussi. Parce que la carte, on peut l'importer, on peut définir les pertes sur les composants. Et les pertes sur les composants, par exemple, la puissance dissipée sur un transceiver RF, hein, sur une puce RF, normalement, il y a une puissance qui est envoyée. Et ben, ce genre de choses, on peut soit le définir tout simplement, vous voyez, je sélectionne le composant lors de l'importation, hein. Je sélectionne le composant et je dis que ça dissipe 10 watts, 1 watt, etc. Ou bien je peux carrément faire un calcul circuit pour voir, par exemple, tous les résistances, etc., combien de puissance elles dissipent. Et même la simulation que j'avais montrée au début, la simulation de l'intégrité de puissance, qui nous montre où il y a une puissance dissipée sur la carte, on peut aussi l'utiliser comme une source de chaleur. Et bien, tous ces sources-là, ils vont, voilà, vous voyez ici comment on voit la puissance, la densité de puissance distribuée sur la carte. OK? Et bien sûr, on peut calculer la température de notre téléphone. Donc là, vous voyez, en fonctionnement steady state, donc si l'utilisateur il est sur son téléphone pendant enfin pendant longtemps, et ben, vous voyez, la température, elle atteint 57 degrés. Donc c'est pour ça que notre oreille transpire, hein, après une discussion longue. Mais on peut bien sûr coupler la simulation thermique de la carte, mais avec le modèle CAO, hein. C'est pas que la carte qui chauffe, mais il y a l'environnement CAO, hein. Il y a l'écran, le contour du téléphone mobile, tout chauffe, hein. Donc c'est pour ça, pour la simulation, on peut considérer un aspect 3D et voilà. Et ça, c'est une simulation CFD, hein. Donc on peut voir les flux d'air, donc en convection normale. Mais sachez que pour l'électronic cooling, on a tout ce qu'il faut. Donc vous voyez, on a l'aspect thermique, c'est pas que pour les CP, on peut le coupler avec tout, hein, avec basse fréquence, haute fréquence, même avec les particules, hein, parce que par exemple les tubes à rayon X chauffent. Et il faut savoir que on a des outils qui permettent de faire la simulation des convections forcées. Alors déjà, on a une bibliothèque de ventilateurs qui sont par des producteurs, hein, de ventilateurs. On a aussi des modèles comment on appelle ça, les modules Peltier. Donc, ce sont des TEC, de thermoélectrique couleur. Donc, vous mettez une tension et ce truc, il chauffe, enfin, pardon, il refroidit. On a une bibliothèque de dissipateurs. Ben voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir mener une simulation thermique complète. Mais pas que ça, parce que la température, on peut ensuite l'injecter dans la simulation électromagnétique. Et c'est ce qu'on va voir justement dans la démo pour voir l'effet de la température sur le comportement électromagnétique. D'accord? Donc là, la boucle est fermée. Donc si vous avez besoin de optimiser un produit, donc vous pouvez le faire en bidirectionnel carrément, hein. On ne fait pas que unidirectionnel, c'est-à-dire on calcule la puissance dissipée et ensuite température, mais on peut voir l'efficacité si on garde l'efficacité de notre produit avec l'augmentation de la température. Donc là, je vais juste passer et parler peut-être pendant 5 minutes, parce que voilà, comme ça nous laissera un petit peu de temps pour la démo. Donc les particules chargées, généralement, c'est l'étude du comportement des particules, donc comme des électrons, des protons, des ions, dans un champ électromagnétique. Même les particules de poussière, si elles sont chargées, on peut les simuler, hein, parce que je ne sais pas, par exemple, dans des caméras DSLR, vous voyez les caméras réflexes là, il y a quelques modèles qui sont équipés d'un nettoyeur électrostatique. Et ben ça, c'est quoi? Ben, c'est juste on charge le capteur. Donc on met une petite tension, donc ce qui va charger les particules de la poussière. Et ensuite, il y a une petite pièce métallique qu'on va charger avec un potentiel positif. Et ben ça va attirer les particules de poussière. Et ben ce genre de choses, enfin, c'est simulable dans CST si vous voulez. Mais bon, on peut parler aussi de plasma. Par exemple, les plasmas, ils sont beaucoup utilisés dans des réacteurs pour des semi-conducteurs. Donc là, on voit bien l'échelle micrométrique, hein, le microscale. Parce que vous voyez, ça, c'est les particules. Par exemple, on peut voir les électrons ici et même en rouge les ions, hein, parce que ça, l'idée, c'est d'ioniser le gaz qui est dedans. Donc, vous voyez, on peut voir le plasma sheet qui est ici, qui est reproduit là. Oups.
Mais on peut par exemple utiliser ça pour des réacteurs ou bien pour des thrusters ioniques pour les CubeSats, hein. Donc l'idée ici, c'est d'ioniser un gaz qui est dedans. Et après ici, on a un potentiel négatif cette fois qui va attirer les ions qui sont positifs. Donc ça, c'est l'action. Et après, comme réaction, on a le thrust qui est poussé sur le CubeSat dans l'espace. Mais aussi, on a la possibilité de faire des simulations de type d'essai sputtering, hein. Donc là, vous voyez comment on applique. En fait, c'est pour les réacteurs toujours à semi-conducteurs, mais à dépôt. Parce qu'on peut faire on peut faire de la gravure, mais on peut faire aussi du dépôt. Et là, par exemple, on peut carrément simuler la profondeur du dépôt du matériel. Par exemple, ici, l'idée, c'est d'attaquer de l'aluminium ou même du cuivre et le faire déposer sur le wafer semi-conducteur. Et là, on peut voir carrément la profondeur de la couche qui a été déposée et le profil aussi, hein. Donc, vous voyez jusqu'à où on peut y aller. Après, pour les tubes à vide, comme je vous ai dit, on peut simuler des tubes à rayon X, enfin des valves. Même on peut utiliser, enfin pour ceux qui connaissent les amplificateurs à lampe pour les guitares, on peut les simuler parce que ce genre de choses, c'est des lampes, hein, c'est des électrons qui sont accélérés, hein. Et on peut coupler tout ça avec la simulation thermique, encore une fois. Et on a même un solveur mécanique, hein, je ne l'ai pas dit, mais on a un solveur mécanique qui est très timide, hein, par rapport à Abacus. Mais il peut faire, par exemple, une déformation d'un système. On ne gère pas quelque chose, par exemple, le contact, on ne le gère pas. Et la destruction, par exemple, s'il y a un truc ici qui se sépare suite à une charge thermique ou mécanique, on ne peut pas le faire. Mais une déformation comme ça, on peut la simuler, hein, si c'est nécessaire. Bah ça, comme on peut voir ici sur un magnétron, parce que le magnétron, on l'a tous à la maison dans un four à micro-ondes, hein. Et ce truc chauffe. Et on peut voir, donc ça, la déformation quand même, elle est exagérée ici, hein. On a augmenté l'échelle de visualisation pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Alors, les accélérateurs des particules, j'en parle rapidement aussi. Bon, notre plus grand utilisateur, il est notre voisin, hein, en Suisse. Alors, et l'idée, c'est quoi? C'est d'optimiser les cavités et le champ à l'intérieur de sa cavité avec la phase du champ pour que le rayon ici de particules soit vraiment concentré au milieu. Oups, pardon. Soit vraiment ici concentré au milieu et que pour n'y ait pas beaucoup de réflexion de particules. Donc là, on a un type de particule qui est réfléchi vers l'arrière, mais l'idée est qu'il faut accélérer dans un sens, hein, on est bien d'accord. Alors, comment ce genre de focus est obtenu? Ben, en fait, avec des électroaimants. Donc, vous voyez, on peut coupler la simulation électromagnétique. Donc là, on peut créer un quadrupole. Donc ça, c'est un quadrupole, hein, qui est tout au long de l'accélérateur. Et on peut voir comment ce champ magnétique créé, comment il peut manipuler l'orientation. Parce que généralement, dans ce genre d'études, le champ électrique accélère les particules. Donc, on va leur donner de l'énergie pour qu'ils bougent. Et ensuite, on a le champ magnétique qui aide à les diriger. D'accord? Donc là, les gens, ils s'amusent, mais ils peuvent faire des trucs de fou, hein, des plasmas, des plasmas en fait à forme, un tube à plasma avec comment le plasma qui bouge en fonction en hélice. Enfin, les gens, ils font des trucs incroyables dedans. Alors, bien sûr, ils peuvent l'utiliser pour le fun, mais généralement, l'idée, c'est de faire des trucs pour des aspects scientifiques. Par exemple, on peut carrément utiliser ce genre d'accélérateur pour des dispositifs médicaux, hein, pour traiter le cancer. On a des accélérateurs qui sont dans une machine qui accélère des ions, et ensuite, on a une ouverture qui est dirigée vers le tissu cancéreux. Et normalement, on traite ce tissu par des ions. Et là, pareil, on peut faire la simulation thermique parce que les électrons, quand ils vont taper sur les murs ici, surtout quand ils ont une grande énergie, bah, pareil, ça va chauffer. Et on peut coupler ça avec la thermique et carrément avec la déformation mécanique. Donc ça, c'est une simulation. Donc toutes les simulations que j'avais montrées avant, c'est des simulations qu'on appelle particle in cell, mais là, c'est un wake field. Donc on ne va pas simuler comment les électrons vont interagir dans un champ électromagnétique. Mais vu que les électrons vont être accélérés, et des électrons qui sont accélérés, normalement, c'est un courant qui circule, et ce courant, il va créer un champ aussi. Donc là, c'est une simulation Wakefield qui permet de faire quel est le champ qui se produit à l'intérieur de l'accélérateur, en raison enfin, du fait que les trucs, ils bougent, hein, que les électrons, ils bougent. Et après, on a d'autres applications, hein. Par exemple, là, on a un Beam Position Monitor. Donc ça, c'est un dispositif pour monitorer où il est enfin, quand on fait accélérer
un rayon de particules pour voir leur position. Après, on a un collimateur de particules. Enfin, les applications sont vraiment infinies, quoi. Et ça, c'est ce qu'on appelle une application que j'aime beaucoup. Elle s'appelle les bending magnets. Donc là, c'est, vous voyez le rayon, comment on peut le bender, hein, on peut le tourner, on peut le manipuler avec des aimants, tout simplement. Enfin, pas avec des aimants, avec tout ce qui nous produit un champ H. Et les aimants produisent éventuellement un champ H. Ok, et bon, avant de passer à la démo, parfait, on a 20 minutes encore. Avant de passer à la démo, donc là, juste pour les dispositifs à forte puissance et pourquoi on utilise les particules, les simulations de particules chargées, je montrerai deux exemples. Ici, j'ai une antenne cornée qui est utilisée en espace, avec laquelle on va envoyer beaucoup de puissance. Donc, ce qui se passe que dans l'espace, par exemple, on peut avoir des particules. On dit que c'est le vide, mais normalement, autour des satellites, il y a quand même des électrons qui traînent. Et la puissance ici qu'on envoie dans l'antenne, elle peut accélérer ces électrons, hein, comme on peut le voir ici. Donc, vous voyez, ces électrons s'accélèrent, ils gagnent de l'énergie, et ces électrons, ils vont continuer à taper sur les murs de cette antenne. Vous voyez ici, et vu que ces électrons, ils sont tellement énergétiques, quand ils tapent sur le mur, ils peuvent extraire d'autres électrons. Et ça, c'est fait avec ce qu'on appelle des émissions, parce que, par exemple, ici, si on utilise l'aluminium, il a une propriété qu'on appelle les émissions secondaires. Donc ça nous permet de voir comment, si l'électron il est assez énergétique, il peut extraire un autre électron, etc. Et enfin, si la puissance elle est assez énorme, bah, ça peut créer une décharge, pardon, ici d'électrons. Donc, vu que les électrons ils bougent ici, ils oscillent entre les deux plaques là, bah en fait, encore une fois, des électrons qui bougent, c'est un courant, hein. Et bah du coup là, on crée carrément un court-circuit dans l'espace. Mais pourquoi je dis dans l'espace? Parce que sur Terre, ou bien si notre dispositif il est plongé dans un fluide, que ce soit de l'air ou autre, bah là on parle d'un autre type de décharge qui s'appelle la décharge partielle Corona. Bah, ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que les électrons qui sont accélérés, ils vont pas juste bouger, mais ils vont ioniser le gaz, que ce soit l'air, etc. Et ben justement, ça, on peut simuler. Donc, vous voyez ici, on peut faire une petite simulation d'ionisation et de décharge, carrément. Donc, on peut, oups, là, je vais juste revenir en arrière. Donc, vous voyez, on peut voir carrément la création ici de la décharge. Et surtout, ça, c'est très important parce que, bon, c'est-à-dire votre dispositif, il fonctionne plus ou bien il perd de l'efficacité, hein. Donc voilà, généralement, pareil, on peut coupler la simulation électromagnétique à la simulation particule, parce que ce sont des champs électromagnétiques qui accélèrent ces particules. Voilà, voilà. Donc du coup, là, bon, on va prendre peut-être des questions à la fin, donc comme ça, je vais accélérer un petit peu sur la démo. Donc sur la démonstration, je vais faire une simulation, pareil, c'est un couplage électromagnétique thermique. On va faire unidirectionnel et même bidirectionnel. Donc c'est quoi le dispositif que nous avons ici? Ben, en fait, on va parler des isolants hein, qu'on utilise ici dans les transformateurs, etc. Et ce genre d'isolant, et c'est utilisé surtout pour éviter tout ce qui est arcage ou bien voilà des arcages, parce que ces isolants, ils peuvent supporter des grands, enfin ou bien des énormes champs électromagnétiques, hein. Et l'idée, c'est qu'à l'intérieur du dispositif, bah, on peut avoir une résistance ou parfois plusieurs résistances, hein. Généralement, on a beaucoup plus de résistance. Pourquoi? Parce que la puissance ici, elle est énorme, hein. Donc, on parle là d'une différence de potentiel de parfois de 50 kilovolts, parfois plus. Et l'idée, c'est de faire dissiper les puissances, ou bien là, ici, ça va générer du courant. Et bien sûr, il est beaucoup mieux de distribuer la puissance sur plus de résistance que sur une seule résistance, hein. Parce que, bon, la puissance ici, elle va être dissipée par une seule résistance, mais on peut utiliser plus pour distribuer cette dissipation. Et naturellement, en fait, la dissipation thermique, elle sera aussi distribuée. C'est pas un seul c'est pas une seule résistance qui va faire le job. Donc là, oups, je vais me permettre de passer directement à CST. Donc voilà. Donc ça, c'est l'interface CST pour ceux qui la connaissent pas. Et je peux commencer soit par un wizard, donc ça, on a des wizards qui vous aident déjà à faire le setup de votre simulation, soit ici. Donc là, je peux dire, je vais faire une simulation basse fréquence, haute fréquence, etc. D'ailleurs, juste avant de rentrer dans la démo, il faut que je vous dise que tout ce qu'on avait vu, c'est intégré dans une seule.
interface graphique, hein. Donc, il n'y a pas de changement de logiciel. Donc là, je commençais par un wizard, hein. Donc là, je clique ici. Je veux lui dire que je veux faire une simulation basse fréquence. Et là, il va me dire quel type de simulation, détecteur, etc. Bon, là, je vais lui dire c'est des hautes tensions, forte courant. Et là, il me dit, bon, quel type? Des transformateurs, des bus bars, des plasmas. Donc là, c'est des isolants hein, que je vais faire. Et là, il me propose plusieurs types de solvers. Parce que les isolants, ils peuvent fonctionner en DC. Comme ça, j'utilise la loi d'Ohm. Ils peuvent fonctionner en AC. Donc comme ça, on a un petit peu de l'induction. Donc on est plutôt en quasi-statique. Et ça, on peut le faire en time domain aussi, hein, parce que là, en frequency domain, on assume que le signal, il est sinusoïdal et on traite directement le steady state. Or que si le signal, il est arbitraire, on peut aussi le faire, hein. Ou bien on peut faire de l'électrostatique, ou bien voilà, peu importe. Donc là, je vais simuler le stationary current. Donc là, je vais juste simuler la loi d'Ohm, hein, tout simplement. On peut définir les dimensions. La fréquence, bon, ici, on s'en fout un petit peu parce que on est en DC. Le temps, surtout si ensuite, soit si vous voulez injecter un signal temporel, ou bien si vous voulez faire une simulation thermique transitoire, hein, et bien sûr la température, la tension, etc. Donc là, on fait Next. Et voilà, ici, vous avez votre wizard qui est complet. Et ensuite, bah, vous pouvez le nommer mon wizard. Et le truc, c'est qu'ensuite, vous pouvez l'utiliser sans devoir passer par toutes ces étapes-là. Donc là, regardez, si je fais New, là, vous voyez, il y a mon wizard qui est prêt. Je clique et j'ai le projet qui s'ouvre directement. OK, donc là, la première chose que l'on fait, c'est quoi? Bah, c'est l'importation du modèle. Donc là, je vais voir mon modèle. Donc le modèle, comme je vous ai dit, il peut venir de SolidWorks, il peut venir de CATIA, il peut être aussi de format générique, STEP, etc. Mais il peut venir aussi des logiciels third party, quoi, hein, tierce partie. Il n'y a aucun problème. Donc là, je vais faire un simple drag and drop. Tac. Et bien sûr, quand on importe, ici, je peux changer l'échelle parce que peut-être l'ingénieur design, il a fait le design en pouces, pardon, et moi, je suis en millimètres. Donc là, en cliquant ça, je suis garanti que le changement d'échelle, il se fait automatiquement, hein, sans prise de tête. Et là, je fais import. Donc là, le modèle, il est importé directement dans CST. Le voilà. Donc, on peut checker, bon, ça, je le fais à la fin parce que parfois, par exemple, l'ingénieur design ici, il n'a pas fait les opérations booléennes. Mais bon, pour ça, c'est pas un gros souci. Je vais vous dire pourquoi. Mais je vais vous dire quand même si vous voulez faire les opérations booléennes, comment les faire. Donc là, bon, qu'est-ce qu'on a? On a ces deux terminaux là que je vais changer qui sont faits en brass ici, en laiton. Ouais, on va le faire en laiton, soit même en cuivre, hein. Allez, hop. Donc là, je fais Assign Material and Color. Soit vous pouvez définir votre matériau, hein, d'ailleurs, ou bien on peut importer de notre librairie des matériaux. Donc on a une grande librairie dans CST, mais aussi on a une librairie, si vous êtes client par exemple de la plateforme, qui est encore plus grande, hein, avec beaucoup des compositions, par exemple des alloys moitié aluminium, moitié laiton, par exemple, voilà. Donc ça, je vais choisir le copper. Tac, voilà. Yes. Et puis voilà, donc là, quand je sélectionne, vous voyez, c'est le copper avec, je peux voir toutes les propriétés, donc que ça soit électromagnétique, hein, par exemple la conductivité, etc., mais même thermique. Vous voyez? Donc pour ce genre de résine, donc c'est un époxy. Donc pareil, là je dis hop, load from material. Bah, en fait, d'ailleurs, regardez, on a beaucoup de questions qui nous arrivent. Par exemple, ça, le matériau epoxy unfilled, ça, c'est un matériau qui a été créé dans SolidWorks, hein. Donc, sauf que dans SolidWorks, on ne peut pas renseigner des propriétés électromagnétiques. OK? Donc là, ce que l'on fait, c'est que je peux carrément sélectionner cet outil et je lui dis update les propriétés de ce matériau de notre librairie. Donc là, je lui fais ça. Et là, je lui dis cherche-moi l'époxy qui est dans notre bibliothèque CST. Donc là, vous voyez, on en a deux. Et ça, bon, moi je vais utiliser ça. Apply, voilà. Donc là, quand je sélectionne l'époxy, hop, voilà, j'ai les propriétés qu'il faut. Donc le choix est le vôtre, hein. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pour la résistance, on a les deux fils
ils sont ça, donc je vais les mettre aussi en cuivre. Donc là, le cuivre étant donné qu'il a été défini, je peux faire directement un drag and drop sur le cuivre ici. Hop, voilà. Et finalement, il me reste la résistance qui est normalement une sorte de céramique. Donc là, je vais faire Assign Material and Color et je vais le charger de notre bibliothèque. Oups, pardon, pas New Material. Donc là, céramique. Donc là, ce céramique, ce matériau-là, il a été, par exemple, donné par un fournisseur. Donc vous pouvez le définir par vous-même, ensuite le rajouter, comme moi je l'ai fait. Et vous voyez, ça, c'est un matériau qui est dépendant de la température. Donc il y a une permittivité, par exemple, à température ambiante. Il a une conductivité à température ambiante. Mais quand je le charge, je vais vous montrer un truc. Donc l'époxy, c'est la céramique qui est là. Donc vous voyez, c'est un température dépendant. Et quand je vais dans propriétés ici, on peut dire si la perméabilité change avec la température, si même la permittivité change avec la température, ou bien si la conductivité. Et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc là, vous voyez, j'ai une courbe de changement de la conductivité en fonction de la température qui est comme ça. OK? Et là, on va voir les deux types de simulation. Unidirectionnelle, qu'est-ce que ça va nous donner? Et bidirectionnelle. OK? Donc là, j'ai tous mes matériaux, c'est parfait. Je vais vous montrer juste comment faire le setup de la simulation GS et pour vous montrer combien c'est vraiment rapide. Donc là, il va falloir que je définisse un potentiel. Donc là, hop, le potentiel, généralement, on le définit sur du PEC. Donc là, je sélectionne ces deux faces. Pardon, excusez-moi. Et là, je vais juste dire que je vais créer deux faces ici en PEC, en PEC quoi, métal parfait. Et là, hop, je définis un potentiel ici de 50 volts. Et le potentiel, ah pardon, 50 kilovolts. Et là, le potentiel, il peut être fixe, c'est que pendant la simulation, il va toujours rester à 50 kilovolts, ou bien floating. Floating, c'est-à-dire, c'est un potentiel de départ, parce que surtout ensuite, si on fait des simulations de type particule, hein, il y a des électrons qui peuvent s'accumuler et changer le potentiel. Donc là, il faut utiliser floating, hein, mais bon. Et en bas, je vais définir un potentiel qui est, hop, en, enfin, qui est grande, quoi, qui est 0. Et là, je vais faire juste un check qui est le intersection check. Là, c'est ce que je veux dire, hein. Parfois, il y a des trucs qui se chevauchent, hein. Donc là, on a un outil qui permet de faire ça d'un point de vue électromagnétique, thermique ou mécanique, hein. Donc là, je fais check. Alors déjà, il me dit que ce truc-là, qui est la résine, elle interfère avec le bottom connector, donc avec ça. Donc là, vous voyez, il vous propose des choses. Donc là, je lui dis trim, parce que je vais enlever de la matière de la résine, hein, parce que ce qui domine, c'est le métal. Donc je fais OK. Donc pareil avec le deuxième, pareil avec la résistance, hein. Donc ce que je vais faire de trim partout. Et là, vous voyez, ça, c'est pas grave, parce que c'est du métal qui est connecté à du métal, donc c'est pas grave, je peux garder les deux. Donc vous n'êtes tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de traiter les intersections. Alors CST, comment il va les traiter si vous ne faites pas? Donc là, je vais juste montrer un plan de coupe à l'intérieur. Vous voyez là, la résine, je l'ai vidée à l'intérieur pour laisser place à la... Je vais mettre ça en Z. Voilà. Vous voyez, j'ai vidé l'intérieur de la résine. Mais même si je n'avais pas fait ces opérations booléennes, bah, en fait, le métal domine toujours sur la résine, hein, enfin sur le diélectrique. Et le métal qui a une plus haute conductivité dominera le métal à plus petite conductivité, hein. Vous voyez comment ça fonctionne. Donc là, tout ce qui est métallique, ça aurait pris la domination. OK? Mais le choix est le vôtre. Si vous voulez quand même être sûr par faire des opérations booléennes, bah, vous pouvez. Alors, dernière chose à annoncer la simulation, il faut juste vous dire que on a le mailleur tétraédral, hein, comme vous le connaissez tous, hein, le maillage tétraédral qui crée des tétraèdres tout autour de notre structure. Là aussi, on peut définir la densité, etc. Donc voilà. Et si jamais parfois vous traitez des structures qui sont très complexes, bah, parfois le maillage tétraédral, ça marche pas. Donc on peut faire un maillage hexaédral qui est méga robuste. Donc vous voyez, et en plus, il est instantané. Donc, on traite les deux. Euh, donc là, je vais garder le tétraédral. OK. Et hop, je vais faire l'update et je vais faire la simulation.
Tac. Donc là, je lance la simulation. Donc bien sûr, on a un Adaptive Mesh Refinement. Donc là, on peut faire calculer la conductance matrix du système. Donc là, on va calculer la résistance équivalente, la conductance, etc. Et le maillage adaptatif, je vais le désactiver juste pour respecter un petit peu le temps, hein. Mais sachez que le maillage optimal, il peut être trouvé automatiquement avec cette fonctionnalité, pardon. Alors, je vais juste, pareil, utiliser pour accélérer le calcul. Je veux utiliser le solver direct ici. Hop, et voilà. Donc là, je vais montrer juste les résultats électromagnétiques et ensuite, je vais créer le couplage, hein, électrothermique. Donc c'est bon, la simulation, elle est finie. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc déjà, dans le JS Solver, vous voyez, on a la conductance. Donc vous voyez, là, on a la matrice de conductance en Siemens, donc desquelles on peut on peut calculer la résistance, on peut calculer les tensions. Donc la tension, elle est de 50 volts, hein. On peut trouver le courant qui a été développé. Donc voilà. Et bien sûr, on peut calculer les pertes qui sont dissipées dans le système. Donc, vous voyez, on a 9,1 watts dissipés dans le système. Mais ensuite, dans ce tableau-là qui s'appelle Loss Power, on a les pertes par composant. Donc là, les 9,09 watts, ils sont dissipés dans la céramique de la résistance. Et ça, je vais vous montrer juste après. Donc là, on peut voir le courant, hein. Donc là, hop, je vais mettre juste en element base pour qu'on puisse voir. Donc, vous voyez que le courant ici, hop, je mets le scale. Donc le courant, il part d'ici. Ensuite, la densité augmente ici parce que la section du fil, elle a beaucoup diminué. Ensuite, là, la densité de courant diminue aussi à cause de la basse conductivité de la résistance, ou bien de la céramique, et ça se boucle en bas, tout simplement. On peut voir le potentiel avec des plans de coupe, etc. On peut voir le champ E créé. Et là, pareil, même si on est dans un, comment dire, vous voyez, on a quand même 50 mégavolt par mètre, hein. Donc, à savoir si notre isolant, il supporte ça. D'ailleurs, pour ça, on a un petit outil qui permet de voir s'il y a un streamer, hein, donc s'il y a un breakdown. Mais bon. Et finalement, on a la densité de perte. Donc, comme je dis, elle est carrément dissipée dans la céramique. Et là, on peut voir, il y a aussi le fil qui dissipe un petit peu, mais bon, pas comme la céramique. Ok, alors maintenant je vais créer un couplage électrothermique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici dans Simulation Project, je fais un EM Thermal Coupling, et là je vais commencer par l'unidirectionnel, hein. Donc là je fais une simulation IMAG, puis thermique, puis basta, cosy. Donc là il me donne le nom du projet IMAG. Donc là je vais lui dire c'est de la basse fréquence que je simule, et c'est du stationary current. Voilà. Et là pour le thermique, il me demande, pareil, quel solver tu veux utiliser. Alors pour savoir, on a un solver steady state, donc là qui va calculer après avoir eu l'équilibre thermique, la température, etc. On a le transient, donc pour calculer le comportement de la température en fonction du temps. Et finalement, on a le conjugate heat transfer qui est de fluidique. Donc là, je fais thermal steady state, hein, pour voir. Et là, on a les deux sous-projets qui sont créés pour nous. Et là, il suffit juste de définir ce que vous voulez dans la simulation thermique, etc. Et puis c'est bon. Donc là, le scaling loss factor, donc justement, parce que là, on peut carrément augmenter l'échelle de la puissance ici par un facteur de multiplication. Vous n'êtes pas obligé, si vous avez besoin de considérer une deuxième tension, par exemple, etc., vous n'êtes pas obligé de refaire la simulation IMAC. Il suffit juste de de changer ce scaling factor, que je vais laisser à 1 pour l'instant, et puis voilà. Donc là, vous voyez, on a la simulation IMAC qui a créé, la simulation thermique, et tout ça, c'est créé ici dans cet environnement. Donc là, il suffit de faire update et on aura les résultats. Mais bon, pour l'aspect temporel, je veux montrer directement les résultats, bien sûr, parce que je les ai prêts. Hop, normalement, c'est ici. Webinaire, toc, toc, toc. Voilà, unidirectionnel. Donc là, regardez bien, hein, parce que la solution IMAG, bon, que vous avez déjà vu, hein, et je vais ouvrir la simulation thermique. Et voilà, donc là, la température que j'ai, tac, voilà. Donc vous voyez, on monte à 229.
Et vous voyez, ça chauffe plutôt à l'intérieur, hein, parce que c'est la résistance qui chauffe le plus. Et ici, on peut voir les portes qui sont importées de la simulation électromagnétique, hein. Donc, normalement, ce sont les portes que j'ai importées, que j'ai utilisées comme source. Alors, pour le fun, je vais vous montrer aussi les résultats CFD. Donc, ce qui est bien dans les résultats CFD, c'est que, regardez, pour la température, on a à peu près la même valeur qui est 214, mais je vais vous dire c'est quoi la différence, hein. Et là, la différence, c'est qu'on peut voir ce qui chauffe à l'intérieur, mais on peut voir la chaleur qui est dans l'air, hein, parce que là, c'est de la convection. Donc, on peut voir la convection, mais aussi on peut voir la vélocité, vous voyez, de l'air tout autour. On peut même voir ici en streamline pour les thermiciens qui aiment ça. Donc là, je peux faire, hop, interactive plane, tac, apply. Donc là, je vais mettre 10 et 10. Hop, bye. Et voilà. Donc là, on peut changer. Donc, vous voyez, on peut voir ici l'accélération à cause de la courbure du truc et on peut même les animer pour voir visuellement. Ici, c'est tout bon, c'est doucement, doucement. Et ensuite, quand on commence avec la pression, bon, le flux d'air, il accélère, mais on peut carrément voir la pression, hein, éventuellement. Et aussi, on peut voir le coefficient de convection. Alors, c'est ça la différence, parce que là, dans ma simulation thermique, j'ai défini un coefficient de convection manuellement, vous voyez, qui est autour de 10 watts par mètre carré par Kelvin, pour considérer la chaleur qui sort ici à la surface. Mais là, c'est calculé par les équations de Navier-Stokes, et vous voyez, il est un peu plus grand que 10, donc c'est pour ça qu'on a une température qui est un peu plus basse. Alors, donc là, vous voyez, je vais oublier le thermique pour l'instant CFD et je vais me concentrer sur ça parce que ça, en unidirectionnel, on a 229. Alors maintenant, je reviens ici et je peux créer un couplage bidirectionnel, pareil, transitoire ou steady state, hein, mais je vais le faire steady state parce que là, c'est exactement la même chose. Je vais définir celui-là EM1, donc là, je vais l'appeler EM1 bidirectionnel. Pareil, low frequency, stationary current, etc. Le thermal, c'est du thermal steady state, pareil. Et là, il va me demander juste une seule chose de différente. C'est quoi? C'est que combien d'itérations que je veux. Donc là, je peux définir 5 itérations, hein, entre le thermique et l'électromagnétisme. Et je peux lui dire, par exemple, je peux lui définir un critère d'arrêt, hein. Donc là, vous voyez, c'est 5 itérations. Et là, hop, quand c'est fait, super, j'ai fermé le truc. C'est pas grave. Eh ben, en fait, je vais montrer directement sur le truc que j'ai simulé. Hop, heureusement que je l'ai. Ah bon, en fait, il est toujours là. Donc, vous voyez, sur le couple des thermal, vous voyez dans la séquence. Donc, j'ai défini 5 itérations, mais je peux lui dire des critères d'arrêt, hein, parce que si jamais la température, elle atteint une valeur fixe et qui bouge plus, bah, pourquoi garder la simu? On peut juste s'arrêter, hein. Mais bon, alors juste là, l'important, c'est que je vais vous montrer la simulation IMAG. Donc ça, les résultats sont après avoir fait les 5 itérations, hein. Donc là, le plus important, c'est que là, je peux importer la température. Donc vous voyez ici, le plot de la température a été importé. Donc je peux voir la température à l'intérieur. Donc vous voyez ici. Et je peux carrément voir la nouvelle conductivité électrique. Donc là, la conductivité électrique, vous voyez, c'est en rouge. Donc c'est 7 exposant moins 6. Or, à température ambiante, on était à combien? Si je regarde le matériau céramique, on était à 5 exposant moins 6. Mais vu que là, la température a augmenté, elle a carrément modifié la conductivité après avoir fait de back and forth avec la simulation thermique. Et là, finalement, si je regarde la puissance ici dissipée, vous voyez, on augmente à 12 watts. Et 12 watts, ça veut dire quoi? Si j'ouvre la simulation thermique, bah, ça veut dire plus de température. En fait, finalement, le fait que la conductivité augmente de mon céramique, c'est-à-dire que la résistance équivalente de la céramique, elle diminue, et bien vu que la puissance, elle est inversement proportionnelle à la résistance, donc c'est V carré sur R, ben, je dissipe plus de puissance, tout simplement ça. Et là, la température finale, vous voyez, on atteint finalement 316, elle n'est pas 229, c'est vraiment 316. Et vous voyez, ça, c'est très important pour étudier
le comportement de votre dispositif s'il y a des matériaux qui sont surtout dépendants de la température. Et Donc bien là, sûr, voilà, c'est ce qu'on c'est peut la voir, c'est efficacité. que les performances de l'isolant, en fait, elles sont moins performantes quand la température monte. Donc c'est bien de pouvoir prendre en compte ce phénomène-là avec notamment ce couplage bidirectionnel. Exactement. Et là, il y a une chose super intéressante, c'est que sachez que la température, elle peut aussi, c'est un facteur influençant sur le breakdown, hein. Donc, s'il y a une décharge ici, la température, elle peut éventuellement aider, parce qu'à haute température, la décharge, elle peut y arriver plus vite. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important de considérer la vraie température du dispositif. Donc voilà, messieurs, dames, je voulais finir finalement juste avec ce petit slide, voilà, parce que bon, comme vous l'avez vu, on a plus de 25 méthodes numériques dans le logiciel qui sont couplées tous ensemble, hein, tout ensemble, elles peuvent être couplées. Et sachez que beaucoup de nos simulations, elles sont accélérées par GPU. Et bien sûr, je veux insister quand même sur le maillage hexaédral qui peut en effet vous faire débarrasser des problématiques de maillage des structures hyper complexes. Ok, parfait. Merci encore d'avoir pu assister jusqu'au bout. Je sais qu'on a un petit peu débordé. Merci à tout le monde. Et merci beaucoup pour la présentation, Hassan. Et Bon, bonne bah journée à écoutez, vous. très bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.